Donc, merci encore une fois d'être venu ce soir. Je suis ravie que autant de personnes s'intéressent pour Giacometti et l'espace public. Donc, je vais commencer par vous dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule sculpture de Giacometti qui habite un espace public. Donc, et en plus, elle n'a pas vraiment été faite pour être exposée à l'extérieur, mais je vais en revenir plus tard. Donc le sujet, il reste quand même pertinent parce que Giacometti s'est beaucoup intéressé à l'extérieur, à l'espace public, et il a justement répondu à des commandes ou même des concours, mais malheureusement, aucune de ses œuvres a été créée pendant ces commandes ou concours. Donc, je vais commencer par mon premier slide. Donc, en fait, l'artiste commence à s'intéresser à partir des années 30 aux œuvres, donc pendant sa période surréaliste, aux œuvres monumentales, à la sculpture monumentale, que j'inclus ici parce que pour créer ou exposer une œuvre monumentale, il faut un espace public ou sinon un propriétaire privé qui a beaucoup de place chez lui. Donc ici, je vous montre le projet pour un passage, le projet pour un couloir, pardon, que Giacometti crée, donc, comme je vous l'ai dit, pendant sa période surréaliste. Donc ici, on est en 31-32. Donc, elle existe qu'en forme de maquette. Elle existe encore aujourd'hui à la Alberto Giacometti Stiftung à Zurich. Donc, en fait, c'était censé être une œuvre monumentale dans laquelle le visiteur, donc le spectateur, peut pénétrer. Donc, elle se situe du coup entre une sculpture et un projet architectural. Pardon. Donc, l'œuvre fait en fait dans un premier lieu penser certainement à des habitations traditionnelles africaines en argile. Donc, Giacometti s'intéressait beaucoup pour l'art africain et pour les civilisations extra-européennes. Mais aussi, comme le dit d'ailleurs le titre, c'est aussi censé une femme qui s'offre pour être pénétrée. Donc, on est bien sûr dans la période surréaliste, donc la connotation sexuelle est très très claire, et aussi dans le titre qui est Projet pour un passage. Donc il faut s'imaginer cette œuvre très 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 grande, donc comme je vous dis monumentale, aussi grande qu'un visiteur puisse faire le chemin du début vers la fin. Alors, mon deuxième slide, sur mon deuxième slide, je vous présente un dessin qui est très intéressant pour justement les œuvres, l'intérêt de Giacometti pour les œuvres monumentales. Donc, c'est le projet pour les grandes choses à l'extérieur qu'il a dessiné vers 32. Donc, toutes les sculptures représentées sur ce dessin ont été créées, mais pas forcément dans la même taille que Giacometti, a imaginé ici. Donc, on va commencer par les deux premières. Je vous mets à chaque fois, pour ne pas oublier le dessin, je vous mets à chaque fois les petits dessins en haut pour que vous voyez bien à quoi je fais référence. Donc ici, à gauche, on a homme, tête et femme. Et à droite, on a hommes et femmes, donc hommes et femmes aujourd'hui au Centre Pompidou, et hommes, femmes et enfants au Kunstmuseum de Basel, de Bâle. Donc, ce sont des petites versions, elles font environ 40 cm. Et vous voyez bien que Giacometti avait quand même le plan, on avait imaginé que ces œuvres puissent avoir une taille beaucoup plus grande, mais ça n'a jamais été construit. Donc, il ne faut pas imaginer que dans les années 30, Giacometti était quand même un artiste qui cherchait encore un peu son chemin, qui n'avait pas forcément les moyens financiers non plus de pouvoir créer ces œuvres, de les créer dans une version assez grande. Donc, c'est certainement une des raisons pour lesquelles ces œuvres sont restées à des tailles assez petites. Donc, la troisième pièce qui est aussi sur le dessin, c'est l'oiseau silence. Donc, l'oiseau silence, comme vous pouvez voir sur la photo à gauche, a existé pendant un moment, mais ce n'était pas vraiment la même taille que Giacometti a imaginé sur son dessin. Donc, elle était construite pour le sixième salon des surindépendants en 1933. Donc, si vous imaginez que les piliers en bois ont environ 35-40 cm, l'œuvre faisait environ 170 cm. Donc, comme je vous ai dit, elle était exposée en 1933 et vous voyez qu'elle est quand même assez fragile, assez instable. Donc, elle a survécu la fin de l'exposition et elle était, après l'exposition,
stockée chez Max Ernst, où elle a malheureusement eu un accident, donc elle n'existe plus aujourd'hui. Donc la cage est bien sûr l'oiseau silence est bien sûr une version agrandie de la cage que Giacometti a fait en plâtre d'abord et puis laissé faire par un ébéniste en bois en 1930-1932. Donc on est encore une fois encore dans la période surréaliste où Giacometti mélangeait clairement des mondes humains, végétaux et animaux, tout en bien sûr ajoutant une connotation de sexualité et aussi d'agressivité finalement. Je vais revenir au projet pour une place. Donc, le projet pour une place qui figure également sur le dessin et que Giacometti a imaginé de manière beaucoup plus grande. Donc, je vous ai mis 2 photos. Vous voyez dans l'atelier, il y avait les éléments de ce projet pour une place qui a existé pendant assez longtemps, qui est visible sur les photos de l'atelier de Giacometti jusqu'en 1948. Et je vous ai mis une photo à côté avec Giacometti pour que vous voyez quelle taille ces pièces ont pu avoir. Donc, Giacometti avait aussi imaginé un plateau qui tenait ces pièces. Donc, le plateau n'a pas été exécuté. Il ne faut pas oublier que l'atelier de Giacometti faisait que entre 23 et 24 mètres carrés, donc c'était quand même assez petit. Donc, ces pièces n'existent plus aujourd'hui, à l'exception du cône que vous voyez sur la photo à gauche, qui est encore aujourd'hui au Centre Pompidou. Giacometti a aussi, encore une fois, fait une maquette en plâtre qui a été détruite et une pièce un peu plus petite en bois qui est à la Peggy Guggenheim, au musée Peggy Guggenheim aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, encore une fois, Giacometti a imaginé ces pièces comme des petits pions où les visiteurs, les spectateurs peuvent circuler autour, peuvent s'asseoir dessus, dedans. Voilà, c'est comme une sorte de jeu pour l'artiste. Donc, bien évidemment, encore une fois, on peut interpréter les choses de manière un peu plus sensuelle, parce que Giacometti, encore une fois, est encore dans la période surréaliste. Il est difficile de ne pas voir des éléments phalliques quand on regarde les éléments du projet pour une place que je vous présente ici. Donc, cette œuvre est aussi très intéressante parce qu'elle figure sur des dessins de Salvador Dali. Donc, Dali qui était un proche de Giacometti dans les années 30 et 20. Donc, ici, on voit un projet pour un jardin surréaliste que Dali a fait avec je vous montre ici. Je pense que vous voyez ma souris. Donc, ici, vous voyez les éléments du projet pour une place qui reviennent. Donc, ce projet était certainement fait pour Charles et Marie-Laure Denouaille, qui étaient des mécènes et des collectionneurs très engagés à l'époque. Je vais revenir rapidement d'ailleurs aux prochaines images sur ce couple. Donc, en fait, ce plan ou cette proposition pour un jardin surréaliste est restée, n'a jamais été réalisée. Donc, c'était vraiment une idée des 2 artistes, mais qui n'a pas été construite. Donc, comme je vous ai dit, Charles et Marie-Laure Denouaille étaient 2 mécènes et collectionneurs très, très importants dans les années 20 et les années 30, voire même après. Donc, donc Marie-Laure Denouaille était une riche héritière oui, une riche héritière, et aussi la descendante du marquis de Sade. Et donc, le vicomte de Noailles, Charles de Noailles, ils sont épousés en 1923. Et donc, à partir de 1924 jusqu'à 1933 environ, ils ont fait construire la Villa Noailles à Hyères, donc leur villa qui était au début vraiment un projet beaucoup plus petit, mais qui a été, au fur et à mesure des années, ils ont rajouté des annexes, un jardin. Voilà. C'est pour ça aussi que ça a pris autant de temps. Et donc, du coup, ils ont demandé aux artistes qui les entouraient de faire des œuvres pour justement décorer le jardin, mais aussi l'intérieur. Donc ici, en bas, vous voyez justement une œuvre de Lipschitz qui était dans le jardin, qui était une des premières œuvres monumentales de l'artiste, si je me rappelle bien. Il s'appelle La joie de vivre. Et donc, le couple Noailles, ils soutenaient les artistes soit en leur donnant une pension, comme c'était le cas pour Dali, soit en faisant des commandes ou en achetant des pièces dans les galeries, comme c'était le cas pour Giacometti.
Donc, je vous montre ici la figure, donc la seule figure sur le dessin qui a été construite dans la même taille que Giacometti l'a imaginé. Donc, je vous montre ici, vous comprenez pourquoi, une photo de l'œuvre en cours d'exécution avec Diego Giacometti qui pose devant, et une photo un peu plus récente comme elle est encore aujourd'hui. Donc, cette sculpture était faite pour l'extérieur du jardin à Hyères. Elle fait environ 2,40 m, donc c'est une œuvre assez grande. Donc Giacometti travaille, il a eu la commande en 1929, il travaille dessus pendant presque un peu plus que 2 ans. Donc on se rend compte qu'elle revient assez souvent dans les lettres à sa famille, dans les lettres à ses proches. Donc il réfléchit beaucoup sur l'œuvre elle-même, mais aussi sur la matière. Et finalement, ce sera la pierre de Bourgogne qu'il choisit, une pierre qu'il trouve magnifique, il dit plusieurs fois dans ses lettres. Donc, il travaille avec son frère, d'ailleurs, qu'il a rejoint en 1933. Il travaille beaucoup sur cette pièce et c'est en avril, donc c'est en 1932 qu'ils vont la terminer. Donc, elle a l'air assez simple. J'ai oublié de parler de cette image que je viens de vous montrer. Donc, même pendant les étés qu'il passe en Suisse chez sa famille, il a déjà commencé à trouver le concept pour cette sculpture. Au début, il a travaillé sur 3 figures. Et finalement, ce sera bien sûr la figure du milieu qui sera retravaillée pour donner cette pièce qui est exposée à Hyères. Donc la pièce, elle semble assez simple, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, elle est faite pour être vue de tous les côtés, donc on peut tourner autour. Et c'est vraiment en tournant autour qu'on se rend compte de la complexité de la forme. Donc même si elle semble vraiment très simple, elle est, au contraire, elle est assez complexe, elle est assez très belle à voir. Donc, Giacometti quitte le surréalisme, le groupe surréaliste en 1935 et il va se reconcentrer sur la tête exclusivement pendant quelques années et plus tard, il rajoute le motif de la figure debout. Donc ici, je ne vais pas revenir sur les toutes petites pièces parce que ma collègue Émilie Bouvard a fait toute une conférence dessus. Donc justement, je profite pour vous dire que nos conférences sont en ligne. Donc si vous voulez les voir ou revoir, allez sur notre site. Vous pouvez bien sûr les regarder. Donc, ce qui est important, et c'est aussi pour ça que je vous montre ces 2 photos qui ont été prises pendant la guerre, quand Giacometti était en Suisse. Ce qui est important ici, c'est le concept en fait, que Giacometti développe. En fait, c'est la réflexion de l'artiste sur l'échelle de la sculpture qui restera important pour lui jusqu'à la fin de sa vie. Donc, la petite taille des œuvres en fait, contraint le spectateur à se concentrer sur la sculpture et sa perception dans l'espace. Donc, l'échelle est ainsi complètement modifiée car la sculpture paraît avoir des dimensions imposantes. Et en effet, la taille du socle impose du coup les dimensions de la figure dans l'espace et transforme la perception du spectateur en créant artificiellement un effet de monumentalité. Alors, ça semble assez complexe ce que je vous ai dit ici, mais en fait, Giacometti, je vais vous citer Giacometti un peu plus loin. En fait, Giacometti, il explique beaucoup plus simplement et beaucoup plus compréhensiblement que moi, donc je vais revenir dessus. Donc, en fait, le concept est développé par Giacometti dès 1939. En fait, on lui avait demandé de participer à la Landesausstellung de Zurich en 1939. Donc, la Landesausstellung, c'était, il faut s'imaginer quelque chose entre une fête foraine et un événement culturel très riche. Donc, c'était une exposition qui durait plusieurs mois et qui était censée mettre en valeur le savoir-faire et la culture suisse. Donc, Giacometti était demandé par son frère, par le biais de son frère, certainement, Bruno Giacometti, qui était architecte, de contribuer une sculpture pour le pavillon de la mode et de l'industrie textile. Donc, en fait, c'était le bureau d'architecture de Bruno Giacometti qui s'occupait de ce pavillon, que vous voyez ici sur les images. Donc, l'entrée qui a été faite par Maurice Barrault. Et là, vous voyez juste, à droite, vous voyez juste les petits pavillons, mais en fait, le pavillon en soi était beaucoup plus grand. Donc ici, c'est les trois
trois petites constructions que vous voyez sur la photo ici. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'était vraiment un grand complexe. Et en fait, cette exposition était vraiment censée être la fierté de toute la Suisse finalement. Donc il ne faut pas oublier qu'on est en 1939, que la guerre a éclaté en fait pendant qu'il y a eu la Landesausstellung. Et donc c'était vraiment un moment aussi important pour la Suisse pour montrer leur identité, en fait, leur identité suisse et la fierté suisse. Donc c'était important pour un artiste d'y être invité, de pouvoir montrer cette pièce. Donc, je vous donne aussi les chiffres. À l'ouverture, il y avait 50 000 personnes qui sont venues. Et en tout, il y avait quand même 10 millions de visiteurs qui ont payé. Donc, ils sont exclus les gens qui ont pu entrer gratuitement. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très, très grand. Et donc, Giacometti, il présente donc une petite figure sur socle. Donc malheureusement, on ne connaît pas cette figure. On ne sait pas à quoi ressemblait cette sculpture. Ce que nous savons, c'est qu'elle était rejetée, mais de manière assez... oui, de manière très rude, finalement, par les gens qui étaient responsables du pavillon, qui était en l'occurrence le patron de Bruno Giacometti. Donc Alberto Giacometti, il raconte en fait, il écrit à sa mère plus tard et il raconte sa déception. Donc je vais vous lire justement la citation. Donc petite dans le jardin, elle transformait complètement l'espace, ce que chacun a remarqué même involontairement, et c'est ça qui les mettait tous si mal à l'aise. La tête transformait tout. Des toutes petites fleurs sur les dallages devenaient grandes comme des roses. Bruno l'a remarqué. Les fentes entre les dallages devenaient des crevasses. Gubler, Max Gubler, l'artiste, l'a dit. Les plantes derrière devenaient des grands arbres. Le jardin devenait sans limite. Otto Benninger. Et la tête et toute la sculpture étaient très grandes. La tête, une grande tête vue de loin, même 3 mètres, et elle faisait pour l'œil sur les autres choses l'effet d'un télescope. Donc, je vous montre aussi un peu. Donc, ici, on voit Giacometti, justement, il cite Otto Benninger. Ici, à droite, vous voyez la sculpture que Otto Benninger a fait pour cette Landesausstellung. Donc, on n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment dans la délicatesse. Donc, c'était vraiment une grande sculpture qui était censée aussi montrer la beauté et le savoir-faire. Et donc, il mentionne aussi Max Kubler, donc qui a exposé aussi dans le pavillon de la mode et du textile, donc qui a fait cette peinture murale, Weben, Färben, Kleiden, donc tisser, teindre et s'habiller. Et je vous montre aussi la Textilhalle ici, qui était ici, Textilhalle. Donc voilà. Donc, je ne sais pas exactement où Giacometti était censé exposer sa figure. Donc, il parle d'un jardin. Donc, j'imagine que c'était ici ou ici ou ici. On n'est pas très sûr. J'ai essayé de regarder sur les photos si je trouve les petites fleurs, mais c'était un peu trop vague dans sa description. Donc, ce qu'on peut quand même dire, c'est que c'était pas vraiment on ne connaît pas vraiment les circonstances tout à fait. On sait qu'on lui a demandé de contribuer. J'imagine quand même, si je peux oser de critiquer un peu notre artiste, que ça se peut que non seulement c'était la petite taille qui choquait les gens, mais aussi le fait qu'elle était un peu hors sujet finalement. Parce que si on regarde ce que Max Kubler a fait pour cette exposition, ou même la textile, elle qui était certes un peu kitsch, mais qui était quand même dans le sujet du pavillon, il est possible que la sculpture était un peu hors sujet. Voilà. Donc, je viens maintenant sur la seule sculpture qui est exposée sur la place publique. Donc, c'est la femme au chariot que vous voyez ici. Donc, Giacometti, comme je vous ai dit, il était en Suisse pendant la guerre, donc il ne s'est pas exilé. En fait, il est allé voir sa mère, pendant la guerre, et en fait, il est resté bloqué en Suisse. Donc, pendant qu'il reste en Suisse, il travaille bien sûr encore les petites figurines, mais aussi cette figure-ci qui fait environ 1,65 m. Donc, en fait, les historiens d'art ne sont pas forcément tous d'accord avec la date. C'est aussi pour ça que nous, on garde la date 1943-1945.
bon, le débat est toujours en cours. Quoi qu'il en soit, nous savons que cette figure a empêché Giacometti de rentrer tout de suite, donc dès que possible, après la guerre à Paris, parce qu'il travaillait encore sur la conception de cette figure. Donc, cette figure, en fait, elle était, donc, comme je vous ai dit, faite dans les années 40, mais c'est beaucoup plus tard qu'elle était fondue en bronze. C'est en fait quand un de ces galéristes a vu la pièce en Suisse qu'il est tombé sous le charme et voilà, que les bronzes se sont faits justement après. Donc, cette pièce a été achetée en 66 par Holstebro, qui est une, j'espère que je le prononce bien, je ne suis pas sûre, mais qui est une ville au Danemark. Donc, elle a été inaugurée la même année, donc en 66. Il y a un petit système de protection. En fait, vous voyez un peu sur l'image, en fait, elle peut disparaître dans le sol. Et donc, la figure, donc elle était au début très controversée. En fait, quand j'ai regardé sur leur site, il y a des petites anecdotes. En fait, en 1966, les gens la trouvaient très, très, très chère oui, très cher pour la taille qu'elle faisait, ce qui est très drôle pour moi parce qu'en fait, c'est une des pièces, pas la plus grande, mais une des pièces quand même les plus grandes de Giacometti. Elle est quand même aussi assez solide, donc c'est pas du tout une de ces figures filiformes pour lesquelles il est si connu. Et en fait, une guide touristique de la ville dit même qu'au début, les gens ont déposé des petites choses à manger pour qu'elle prenne du poids. La figure. Donc, mais bon, entre-temps, c'est quand même devenu une sculpture très adorée par la ville. Elle fait même partie du logo. Donc, je pense que les habitants se sont mis à l'idée de cette sculpture. Donc, c'est peut-être aussi un bon moment d'évoquer le fait que, comme je vous ai dit, elle n'était pas faite pour être exposée, ou elle n'était pas en tout cas construite pour cette place, elle n'était pas vraiment construite pour être exposée dehors. Mais et Giacometti d'ailleurs, il est décédé en janvier 66, donc il ne savait pas en fait que cette pièce a été exposée, donc il n'a pas pu donner son accord, sachant quand même qu'il expose des œuvres plus tardivement, mais qu'il les expose, qu'il est là pendant qu'ils sont installés dans des espaces extérieurs. Donc nous savons quand même, ou nous pouvons quand même imaginer que c'était quelque chose qui lui plaisait et il n'était pas du tout contre cette pratique. Donc aussi, je fais une petite parenthèse. Je regarde rapidement quelle heure il est. Je ne veux pas. Attendez. Oui. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Donc, c'est une sculpture qui est exposée à l'extérieur, mais ce n'est pas un espace public, c'est plutôt, on va dire, semi-public. En fait, c'était une sculpture de David Thompson, donc la femme cuillère qui date de 1927. Et pareil, comme pour la femme au chariot, elle était fondue beaucoup plus tardivement. Et donc, David Thompson, c'était un riche industriel qui était un grand collectionneur de Giacometti, mais aussi d'autres artistes qui voulait lui-même construire son propre musée. Et finalement, pour des raisons personnelles, il a renoncé. Mais pendant un moment, en tout cas, il avait cette aspiration de montrer ses pièces à un public. Et en fait, ici, la photo, elle me fait rigoler parce que on est devant la porte en fait de la maison de David Thompson et il montre cette pièce d'inspiration africaine, donc qui représente la fertilité, oui, une femme cuillère qui fait un grand contraste avec en fait cette banlieue chic de Pittsburgh. Donc ça me fait rigoler, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc bien sûr, les gens qui passaient pouvaient la voir, c'est pour ça que je dis semi-public, parce qu'elle n'était pas non plus cachée. Donc c'est un bon moment pour venir aussi, ou pour parler aussi du fait que beaucoup des pièces de Giacometti n'étaient pas faites ou n'étaient pas vraiment faites pour être montrées à l'extérieur ou pour être exposées dans un espace public. Tout d'abord, c'est les matières. En fait, il travaillait, donc je vous ai mis 3 exemples ici. Il travaillait le plâtre, la terre, mais aussi le marbre. Donc c'est des matériaux bien sûr qui ne sont pas faits pour être
exposées pendant très longtemps dehors. Après, il y a aussi les pièces, elles ne sont pas toutes très très grandes, elles ne sont pas toutes massives en fait, elles ne peuvent pas toutes être sécurisées si facilement. Par exemple, je vous ai mis l'Otar 3 ici, qui était longtemps sur la tombe de Giacometti, et en fait, il y a eu plusieurs tentatives de vol, donc du coup, finalement, la famille a décidé de l'enlever. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est pas, oui, c'est difficilement sécurisable. Et puis aussi la fragilité, même si les pièces sont faites dans une matière plus robuste, donc comme le bronze, il y a quand même beaucoup de pièces de Giacometti qui sont très très fines. Donc du coup, ils ne sont pas faits pour la pluie, ils ne sont pas faits pour les différentes températures. Donc ils sont difficilement montrables à l'extérieur. Donc j'ai choisi ces 3 pièces de notre collection en imaginant la réaction de nos régisseurs, justement, si on leur demande de trouver une solution pour les exposer à l'extérieur. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est très, très, très difficile, voire impossible pour une grande partie des pièces de Giacometti. Donc, je viens maintenant sur le monument pour Jean Massier. Donc, Giacometti, comme je vous ai dit, il retourne à Paris en 1945. Donc, il retrouve son frère cadet Diego, qui était resté à Paris pendant la guerre. Donc, il renoue aussi ses anciennes amitiés. Donc, il retrouve les gens qu'il a côtoyés avant la guerre. Mais ce qui est surtout important aussi pour Giacometti, c'est de retrouver en fait une vie d'artiste normale, donc d'exposer, de montrer ses pièces, de vraiment de se faire connaître et aussi de gagner de l'argent. Donc c'était quand même quelque chose qui était important aussi. Donc dès le début ou dès son retour, en fait, il est approché par la mairie du 19e arrondissement de Paris pour une sculpture qui est érigée entre la mairie, en fait, donc c'est place Armand Carrel, entre la mairie et les buts de Chaumont, le parc des buts de Chaumont. Donc en fait, avant la guerre, il y avait cette sculpture que je vous montre ici, qui s'appelle Instruction publique à l'enfance de Charles Blondel et d'André Moussoul. Donc elle était érigée en 1890. Et en fait, elle a été prise par les forces allemandes qui ont voulu récupérer le bronze. Donc, elle n'existait plus. Il y avait encore le socle pendant un moment, mais en tout cas, elle n'existait plus à la fin de la guerre. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé assez souvent. Il y a de nombreux monuments à Paris qui ont malheureusement été fondus. Et en fait, quand vous regardez un peu, en tout cas pour Paris, quand vous regardez un peu, vous voyez encore les socles, encore aujourd'hui, quelques-uns, les socles vides. Donc, c'est des choses qui étaient bien visibles à l'époque, surtout où l'émotion était encore très, très vive après la guerre. Donc, Giacometti, il parle dans une lettre à sa mère de ce projet. Il dit: le maire de l'arrondissement que j'ai vu, et qui n'est pas communiste, m'a demandé de faire un projet pour refaire une belle place de Paris. Un monument à la mémoire du promoteur et réformateur des écoles laïques en France, Jean Massier. Il espère que j'aurai le travail, mais le monument dépend par contre du conseil municipal de Paris et non d'une fraction de la ville. Donc, Giacometti dit ici que le maire n'est pas communiste. En fait, ce qui n'est pas vrai. le maire du 19e arrondissement, c'était Gabriel Piorot, donc qui était bel et bien communiste. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il ment ici. Donc peut-être c'était pour rassurer ses parents, mais peut-être aussi il confondait avec André Thirion, donc qui était un ancien surréaliste et qui, lui, était élu conseiller municipal juste après la guerre, donc il travaillait aussi à la mairie. Et donc lui en fait, il s'est fait renvoyer par le Parti communiste en 1931. Donc effectivement, il n'était plus communiste à cette époque-là. Donc, et c'est justement André Thirion qui a écrit une autobiographie et qui dit en 1972: au milieu de la place Armand Carrel s'élève en 1939 un petit bronze minable dédié à la mémoire de Jean Massé, le fondateur de la Ligue de l'enseignement. Vichy, trop content de prendre à bon compte une revanche sur les lois laïques, livra le bronze à l'industrie de guerre allemande. Je proposais de le remplacer par une création de Giacometti. Piorot était favorable à l'idée. Giacometti vint un jour à la mairie avec un merveilleux personnage filiforme. Le Parti communiste n'en voulait point. Donc
Donc, il faut quand même peut-être remettre un peu en question les souvenirs d'André Thirion, parce qu'en fait, il parle d'un petit bronze minable pour la sculpture de, 1900, de 1890. Bon, minable n'est pas vraiment l'adjectif qui me vient en tête quand je regarde ces sculptures, qui étaient quand même très grandes, qui étaient, voilà. Mais bon, il parle quand même d'un magnifique personnage filiforme pour décrire la pièce que Giacometti a proposée. Donc, il y a plusieurs... on ne sait pas vraiment à quoi ressemblait cette pièce, mais il y a plusieurs théories. Donc, la première serait le plâtre que je vous montrer ici. Donc, elle s'appelle aujourd'hui La Nuit. Donc, Giacometti a changé le titre dans les années 40. Elle était publiée dans Cahiers d'art de 1945-46. Donc là, j'ai agrandi le titre. En fait, en vrai, ici, en vrai, il n'est pas aussi grand dans la publication. Mais en tout cas, dans cette publication, elle portait le titre Études pour un monument. Ce qui est bien sûr intriguant parce qu'en fait, le photographe est venu au même moment à l'atelier de Giacometti que quand il travaillait sur le monument pour Jean Massé. Après, il y a un historien d'art et spécialiste de Giacometti, donc, qui s'appelle Reinhold Toll, qui a proposé cette sculpture-là comme le modèle que Giacometti avait imaginé pour la place Armand Carrel. Donc, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les monographies de Giacometti, mais en fait, la sculpture, on la voit ici à gauche, en 1950, elle était encore en train d'être construite. Elle était Giacometti travaillait encore dessus, alors qu'on sait avec certitude que sur le monument pour Jean Massé, il travaillait de fin 1945 à début 1946. Donc on est quand même un peu trop tard, donc c'est une théorie qui est peut-être moins convaincante. Donc, quoi qu'il en soit, Giacometti la commande n'a pas été donnée à Giacometti, donc on a dû attendre les années 1960 pour qu'un nouveau monument soit construit. Donc, c'est Albert David qui fait l'hommage à Jean Massé. Donc, c'est la petite stèle en pierre qui est à droite. Et il a aussi fait le monument à la mémoire de Jean Massé en Alsace, qui est ici à gauche. Donc, une autre commande, plutôt un concours auquel Giacometti participe, c'est un monument à la mémoire de Gabriel Péri. Donc, Gabriel Péri était un membre engagé du Parti communiste et journaliste. Il travaillait pour l'humanité et aussi un opposant du fascisme. Donc, Gabriel Péri a été fusillé très très tôt en décembre 1941 par les forces allemandes au fort du Mont Valérien. Donc, c'était une otage des Allemands qui a été tué au début vers le début de la guerre. Et donc, ce qui a créé une émotion très vive. Et donc, c'est directement, donc on est aussi ici, on est entre mai 46 et janvier 47. L'Humanité publie plusieurs articles, donc 5 articles où il informe qu'un comité des membres du Parti communiste, mais aussi d'autres personnalités, a été formé, et qu'ils essayent de faire ériger un monument pour Gabriel Péri. Donc Giacometti participe à ce concours avec l'architecte Paul Nelson. Donc Paul Nelson, je vous montre une photo ici. Donc Paul Nelson, qui était très intéressé était un architecte qui était très intéressé par l'art moderne, qui a vécu pendant longtemps en France et qui, mais plutôt vers vers le milieu et la fin de sa carrière, a construit beaucoup d'hôpitaux, justement, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait dans les années 30 et années 40. Donc l'adhésion officielle de Paul Nelson au Parti communiste n'est pas avérée, mais bon, il était quand même idéologiquement assez proche, je pense que c'est évident. De même pour Giacometti d'ailleurs, qui n'était pas membre du Parti communiste, mais qui participait à des réunions, aussi à des réunions de l'Association des artistes et écrivains révolutionnaires, donc qui également idéologiquement était quand même très proche, en tout cas dans les années 30, du Parti communiste. Donc,
c'est pas vraiment, on sait pas vraiment comment les deux hommes se sont connus, mais certainement dans les années 30, parce qu'ils avaient quelques amis en commun, comme Braque, Miro et Elian. Donc, il est certain que les deux hommes ont dû se rencontrer assez tôt déjà. Donc, il n'existe aucune photographie et aucune source documentaire qui nous explique vraiment comment les deux ont coopéré pour faire cette sculpture. Mais alors, la maquette existe encore aujourd'hui, elle est dans une collection particulière. Donc, le socle est de Nelson et le personnage et la stèle sont de Giacometti. Donc, vous allez certainement reconnaître la stèle, voilà, ici, que Giacometti a fait pour le projet pour une place, qui est quand même assez proche et qui, bien sûr, rappelle aussi pardon, rappelle aussi les statuaires d'autres civilisations. Je vais vous montrer ici un exemple égyptien. Donc, comme je vous ai dit, nous ne savons pas vraiment comment la coopération entre les deux hommes s'est faite, mais ce que nous savons en tout cas, c'est qu'ils ont proposé cette maquette au comité et ils ont été refusés. En fait, le petit bonhomme, il rappelait trop les rescapés de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a pu effectivement choquer à l'époque. Et donc, cette commande n'a jamais été, validée. Donc, il faut aussi dire que le monument pour Gabriel Péri ne s'est jamais construit. Donc, il y avait certainement, il y avait beaucoup de gens qui soutenaient ce projet, mais il n'a jamais eu lieu. Donc, je reviens très rapidement parce que je vois que le temps passe vite. Je reviens très rapidement sur le portrait de Henri Roltangui que Giacometti a fait, que pendant longtemps, en fait, les historiens d'art pensaient que c'était fait pour un monument, mais il s'avère que pas du tout. C'était un portrait que Louis Aragon lui a justement certainement demandé pour une exposition, en fait pour l'exposition Art et Résistance qui était en février 1946 au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc pendant longtemps, effectivement, certainement aussi à cause des circonstances, mais aussi à cause du modelé des pièces, on pensait que c'était pour un monument, mais en fait, Roltangui lui-même disait que c'était pas du tout un projet, et que donc c'était pas du tout le cas. Donc, à partir de son retour à Paris en 1946, Giacometti continue donc ses recherches sur la figure humaine. Donc, il commence à travailler avec la galerie Pierre Matisse et la galerie Mag à Paris, ce qui lui donne un rythme de travail un peu plus soutenu, on va dire. Donc, on va attendre un petit moment jusqu'à ce que Giacometti reprend son travail sur un monument pour une place publique. Mais en fait, entre-temps, Giacometti s'approprie symboliquement la place publique à travers plusieurs œuvres. Donc, je vous montre ici les 3 hommes qui marchent et l'homme traversant une place. Donc, Giacometti situe l'homme directement sur la place publique, figuré par des socles, des terrasses ou des plateaux, qui font du coup partie intégrante de l'œuvre. Donc, Giacometti veut ainsi représenter, là je cite, les gens dans la rue qui vont et qui viennent. Comme des fourmis, chacun a l'air d'aller pour soi, tout seul, dans une direction que les autres ignorent. Ils se croisent, ils se passent à côté, sans se voir, sans se regarder. Donc, Giacometti livre ici une perception d'une situation quotidienne, dans l'homme dans la rue, en fait. Et encore une fois, le travail sur la bonne échelle, les sculptures est très, très importante. Donc, cette échelle qui a pris déjà une place importante dans son œuvre à partir de 1939, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ici aussi, la place où on voit vraiment très, très bien ce que Giacometti voulait dire avec ils vont dans les différentes directions et ils se croisent. Voilà. Donc, je viens sur le projet de la Chase Manhattan Plaza. Donc, Giacometti accepte en 1958, à travers son galeriste Pierre Matisse, l'invitation de l'architecte Gordon Bunshaft pour soumettre un projet pour la place publique devant le nouveau gratte-ciel de la Chase Manhattan Bank à New York. Donc, le chantier du gratte-ciel que je vous montre ici à gauche, était toujours en cours à l'époque.
Gordon Bunshaft était un architecte très à la mode à l'époque. Donc, il a fait construire plusieurs gratte-ciel à New York et aussi la Beinecke Bibliothèque à Yale. Donc, la photo qu'il montre ici est justement prise devant cette bibliothèque. Donc, c'était aussi un collectionneur très important. Il avait aussi plusieurs pièces de Giacometti et aussi un bon client de Pierre Matisse. Donc, Pierre Matisse, le galeriste de Giacometti à travers lequel Giacometti a reçu cette commande, ce projet. Et aussi, donc les commandataires derrière cette sculpture étaient la famille Rockefeller. Donc, c'était les actionnaires principaux de la Chase Manhattan. Donc, en fait, l'histoire de la banque est un peu compliquée. Il y a eu plusieurs fusions, mais en tout cas, c'était David Rockefeller, que je vous montre, qui est ici, et Nelson Rockefeller, qui est ici, qui était très impliqué dans le projet. Donc Nelson Rockefeller, que vous connaissez certainement parce qu'il est devenu le vice-président en 1974 et qui, à l'époque, était le gouverneur de New York. Donc c'était quand même quelqu'un de très important. Et aussi, la famille Rockefeller, c'était des collectionneurs d'art très importants et aussi des bons clients, encore une fois, pour Pierre Matisse. Donc, la famille Rockefeller, donc Nelson et David, étaient aussi derrière le projet du World Trade Center, donc qui n'existe plus aujourd'hui, et qui était seulement à 10 minutes à pied de la Chase Manhattan Plaza. Donc, ce n'était pas le même projet, mais on est quand même proche, on est quand même dans le même, dans les mêmes phases aussi, parce que c'était en 58 qu'ils ont proposé les plans pour le World Trade Center. Donc, c'était vraiment, je vous raconte tout ça parce que c'était vraiment des clients très, très importants et c'était une commande très importante pour Pierre Matisse, donc le galeriste de Giacometti et Giacometti lui-même. Donc, au début, Giacometti commence à travailler sur une idée des 3 hommes qui marchent, donc qu'on a vu ici. Donc, les 3 hommes qui marchent sur une version monumentale, sur une place publique, ou sinon sur des figurines debout, également toujours en les mettant directement dans une situation architecturale. Donc, il travaille pendant plusieurs mois, il travaille pendant plusieurs années même, et finalement, il imagine une sculpture urbaine composée de 3 éléments, donc 3 éléments en dialogue. Donc, c'est une tête, un homme qui marche et une femme debout. Donc, c'est 3 motifs qui étaient déjà très présents depuis des années dans son œuvre et qui vont finalement être élaborés pour cette commande. Donc, Giacometti n'avait jamais visité avant New York. Donc, il travaille d'abord sur une maquette miniature. Donc, on ne voit pas très, très bien sur la photo, mais je vous ai mis des petites flèches. Bunshaft lui envoie des mesures de la place en 1959 et Giacometti commence à créer des petites figures de modèles pour mieux concevoir ce qu'il veut faire en taille réelle. Et donc, nous savons qu'il avait promis pour mai 59 déjà les premières pièces. Et en fait, il n'était pas du tout prêt. Il travaillait toujours dessus. Il était très incertain aussi. Donc, on sait que grâce à la correspondance avec Pierre Matisse aussi, on sait à quel point c'était difficile pour lui, à quel point il avait du mal à produire quelque chose de concret. On sait aussi que Gordon Bunshaft est venu le voir plusieurs fois et pour lui mettre un peu la pression, ce qui n'a pas dû être très agréable non plus. Et donc finalement, en avril 1960, il écrit à Pierre Matisse. Il y a aussi des photos où il travaille. Donc en 1960, il écrit à Pierre Matisse donc, dans une lettre très dramatique et très touchante. Donc je vais vous le lire, elle est assez longue, mais je vais vous lire quelques extraits pour vous montrer à quel point c'était dur pour l'artiste. Tu vas être très déçu et probablement peut-être fâché, et Bunshaft aussi. Les sculptures sont fondues, je les ai regardées à la fonderie, fait patiner, regardées sur le trottoir, les bronzes et les plâtres, toutes fondues ou pas fondues. Toutes ont quelque chose de bien peut-être, mais tout est très à côté de ce que je voulais, ou ce que je croyais vouloir. Tellement à côté, tellement mauvaise, qu'il n'est pas question que je puisse les envoyer. J'aimerais mieux ne plus jamais faire aucune sculpture, même crever, plutôt que d'envoyer ces bronzes maintenant à New York.
Donc, on voit quand même à quel point oui, à quel point c'était une situation dramatique pour lui. Comme je vous ai dit, c'était des clients très importants, des clients qui étaient des collectionneurs déjà de lui, qui ne voulaient certainement pas décevoir. Et aussi, Pierre Matisse, bien sûr, il ne voulait absolument pas décevoir son galeriste. Mais bon, comme vous voyez, il a abandonné la commande, sachant aussi que maintenant, on sait que Gordon Moonshaft était plutôt soulagé que finalement Giacometti avoue que, voilà, que c'est que c'est pas possible. Donc en fait, comme on peut voir dans la lettre que je vous ai lue, donc l'extrait de lettre que je vous ai lu, donc l'impossibilité de visualiser les pièces, les trois objets dans l'espace avait quand même aussi une conséquence sur lui. Donc en fait, il ne pouvait pas imaginer comment ces trois pièces pouvaient dialoguer avec l'architecture qui était autour. Comme je vous ai dit, Giacometti n'a jamais été à New York. Donc c'était vraiment quelque chose qui était impossible pour lui à concevoir, et du coup, ce qui explique aussi cet échec. Donc on pourrait croire qu'il tourne la page après cet échec qui était très dur pour lui, mais pas du tout. En fait, en 65, il va visiter New York, et même si la commande, on n'en parle plus, il va quand même visiter la place pour se rendre compte de l'environnement. Donc le personnage que vous voyez ici, c'est Giacometti sur la place. Ici aussi, donc c'est la photo qu'on avait au début, donc c'est Giacometti ici. Et donc vous voyez bien à quel point il regarde les immeubles, les gratte-ciel qui, bien sûr, pour quelqu'un qui vivait à Paris en ce moment, étaient pas imaginables. Donc, ce qui est, en fait, pour revenir à la place, donc c'est le groupe de 4 arbres de Jean Dubuffet qui a finalement été érigé en 1969. Donc, Dubuffet était aussi un artiste que les Rockefeller et d'ailleurs Gordon Moonshaft aimait beaucoup. Donc, la pièce est encore là aujourd'hui. Donc, ce qui est très touchant pour cette lettre ou l'extrait de lettre que je vous ai lu tout à l'heure, c'est que bien sûr, Giacometti était très dramatique, et bien sûr, il voyait pas il avait du mal à voir la beauté dans cette pièce, sachant que les 3 pièces sur lesquelles il travaillait, ou les 3 modèles sur lesquels il travaillait, sont devenus les œuvres les plus emblématiques et les plus connues aussi de Giacometti aujourd'hui. Donc, c'était Les Grandes Femmes, il en a fait 4, et 3 hommes qui marchent et Une grande tête. Donc, ce sont devenus des sculptures indépendantes qui peuvent être exposées indépendamment l'une de l'autre, mais aussi en dialogue. Donc, ici, on est à la Biennale de Venise en 62. Giacometti expose le groupe ensemble, ou sinon ici au Kunsthaus. Et bien sûr, ici à la Fondation MAG, donc à Saint-Paul-de-Vence, où il supervise la mise en place. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Giacometti n'était pas du tout contre le fait de montrer des œuvres à l'air, en plein air. Donc, ici, c'est la preuve, justement. Il supervise lui-même la mise en place des pièces. Et donc, les pièces, l'homme qui marche et la femme debout, Giacometti les a peints à Saint-Paul-de-Vence, donc à la galerie, à la Fondation Mag. Donc, ça leur donne un effet assez égyptien, je trouve. C'est pour ça aussi que je vous ai montré ces photos. Et aussi Giacometti à la Fondation Mag, devant les femmes de Venise, qui aussi, du coup, sont exposées à l'extérieur. Donc, en fait, les grandes femmes, surtout, c'est les pièces qui sont le plus exposées par des musées ou par des propriétaires particuliers en plein air. Tout simplement, c'est parce qu'elles sont très grandes. En fait, la plus grande, elle fait presque 3 mètres. Donc, c'est vraiment quelque chose, il faut soit avoir beaucoup de place, soit à l'intérieur, soit la mettre à l'extérieur. Donc ici, pour finir cette conférence, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, il y a la Grande Femme 2 qui, pendant un moment, a été exposée aux Tuileries à Paris. Et il y a notre Grande Femme 1, donc la Grande Femme de la Fondation, qui était exposée à Nice en 2017. Et puis, on a la Grande Femme 2 et la Grande Femme 3. Donc, c'est
qui est exposé en fait dans le parc à côté de l'entreprise Pepsi. Donc, le fondateur était en fait un grand collectionneur. Donc, ça doit être vraiment magnifique. C'est un jardin de sculpture très grand qui est autour de cette propriété, donc qui est là aussi semi-privé parce que les gens peuvent entrer. Et puis pour finir, je vous montre une image de Giacometti dans le jardin avec la grande femme 3 dans le jardin de son ami Thériade, où encore une fois il supervisait l'installation de la grande femme 3 pour son ami.